Bonjour, bonsoir et bonne nuit à tous. Nouvelle chemise, nouvel épisode, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dessous du Canama, l'histoire du cinéma au Canada. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment le cinéma canadien et son industrie a explosé durant les années 60, puis nous allons finir sur un cinéma canadien contemporain. Au Canada, en 1960, se crée le Festival international de Montréal. Ce festival permet l'accès aux Canadiens à de nouvelles diversités de production dont ils avaient été privés auparavant. On y voit l'arrivée de la nouvelle vague européenne, de caméras plus légères et de sons synchrones sur bande magnétique. Deux longs métrages francophones, réalisés par Michel Brault, voient l'arrivée du cinéma vérité au Canada. Seul ou avec d'autres, réalisé en 1962, et Pour la suite du monde, réalisé en 1963. Alors que, réalisé avec peu de frais par des étudiants de l'Université de Montréal, Seul ou avec d'autres se retrouve être une œuvre plus que véritablement achevée. Son succès permet donc d'encourager l'émergence de nouveaux producteurs qui seraient prêts à parier sur l'avenir d'un cinéma de fiction québécois. Ainsi, on pourrait se demander si les Québécois ne préparent pas un sale coup. La production québécoise passe ainsi d'un unique long métrage en 1962 à 4 en 1963, à 5 en 1964, à 9 en 1965. Mais de cette vingtaine de films, 8 n'obtiendront aucune distribution et les autres seront cantonnés à un réseau de distribution parallèle aux universités. On peut donc parler ainsi d'une ghettoisation du cinéma québécois qui ne lui permettra pas l'accès au grand public. Cependant, plusieurs noms sortent du lot. Claude Jutras et Gilles Groult, entre autres, représentent le meilleur de la nouvelle vague québécoise avant d'être balayés par les entreprises américaines plus commerciales. Les grands absents de cette renaissance seront les Canadiens anglais qui ne connaissent pas une telle crise identitaire. Un seul essai, en 1964, par le Torontais Don Owen, sera à retenir. Il détourne un documentaire commandé par l'ONF sur la délinquance juvénile et réalisera ainsi Nobody Waved Goodbye. Son cas demeurera cependant longtemps isolé. Comme quoi, pour une fois, le français dominera sur l'anglais et non l'inverse. En 1968 débute l'activité de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne. Cette dernière va jouer un rôle très important dans la consolidation d'un cinéma québécois et dans l'émergence de cinéastes anglophones. Parallèlement, suite à une décision gouvernementale, les radios et télévisions canadiennes devront réduire la part américaine dans leurs programmes. Ceci encouragera alors le retour à une production nationale. Cependant, le Québec, aux fortes traditions catholiques, censura les gros succès de la SDICC, se trouvant être des films érotiques. Parallèlement à cela, une loi en 1975 encouragera d'autant plus la production nationale du fait de l'exonération d'impôts des gros investissements dans les succès canadiens. Le voisin nord-américain continuera de coloniser les productions canadiennes du fait d'un revenu plus important de ces productions que celles des productions canadiennes. De nos jours, les productions canadiennes se retrouvent être majoritairement des longs métrages documentaires, toujours touchés par ce souci d'identité nationale et de faire parler des populations oubliées. En conclusion, nous pourrons dire que le cinéma canadien est passé par beaucoup de périodes. Il passe d'un cinéma colonisé à de courts-métrages documentaires qui s'affirment, à un cinéma de long-métrage d'une nouvelle vague dans les années 60, à un cinéma recolonisé à la fin des années 80. Ainsi s'achève ici ce deuxième et dernier épisode du Dessous du Canama, l'histoire du cinéma au Canada. Nous vous remercions de votre fidélité et nous espérons que ces épisodes vous ont plu. Et comme le disait le grand Gandhi, si j'avais pris de la soupe, j'aurais grandi, ou encore, Tekali Katam, ohé, ohé.